Atlantique souffle sur un pays béni par la nature. Un pays où les terres riches et fertiles ont donné naissance à une vie sauvage exceptionnelle. Ce pays, c'est le vôtre. Et vous allez en découvrir de nouveaux secrets. Où vont ces grues cendrées de si bon matin? Elles traversent une contrée qui, par sa beauté, ensorcelle les hommes depuis l'aube des temps. La France. Ces animaux qui sont là, si proches de nous, vivent des aventures insoupçonnées. Ils se défient et combattent. Ils s'entraident et se lient d'amitié. Ils transmettent leur savoir à leurs petits. Ils sont capables de mensonges, de simulations et même d'escroqueries. Ils peuvent être impitoyables. Ils parcourent des distances immenses au-dessus de nos têtes. Ils se choisissent pour la vie ou juste pour une nuit. Des hommes veillent sur eux. Certains forment même des alliances avec eux. Des cimes des plus hautes montagnes jusqu'aux rives de nos océans. Voici les plus belles histoires de ce monde sauvage qui nous entoure. Un grand voyage dans ce pays indompté qui est le nôtre. Le plus beau pays du monde. Notre histoire commence dans une vallée du Jura. Tapis au fond des bois, un événement d'importance vient de se produire. Il vient tout juste de tomber du ventre de sa mère. Le premier mot que lui a soufflé la nature ne te fait pas remarquer. Ces premières heures sont cruciales. S'il est découvert par un prédateur, il en sera fini de lui. Peut-être est-ce la raison pour laquelle sa mère s'est éloignée. Dormir, attendre d'avoir la force. Et puis non. L'envie de vivre est plus forte. Et maintenant, chercher l'équilibre. Mais la nature est si bien faite qu'en quelques pas, le fan trouve la solution. La solution?
et sa maman. Mais elle ne peut rester près de lui trop longtemps. Ils sont trop visibles. Un signal suffit, et le voilà camouflé à nouveau. Attendre maintenant qu'elle revienne. Attendre de devenir grand. Un jour, le petit prince deviendra roi. Il n'est encore qu'enfant, mais il a la vie devant lui. À notre frontière avec la Suisse, un arc montagneux de 300 km. Le massif du Jura. S'il s'appelle ainsi, c'est qu'il s'est formé pendant la grande période du Jurassique, il y a 200 millions d'années, au temps où les dinosaures couraient la planète. Autrefois submergé par des mers tropicales, il est aujourd'hui recouvert d'une immense forêt sauvage. Les premiers hommes de passage chassaient ici le mammouth et le rhinocéros laineux. Puis les agriculteurs ont tenté l'aventure et sont restés. Ce territoire est le royaume du dernier grand félin d'Europe, un animal mythique, le lynx. Mythique, mais fragile et encore en sursis. Le lynx avait disparu au XXe siècle. Il est maintenant de retour. Pour veiller sur lui, une poignée d'hommes. Stéphane Regazzoni fait partie de ceux-là. Depuis 20 ans, il arpente les montagnes et piste les grands félins. Savoir comment ils vivent et comment ils se portent. C'était au printemps dernier. Stéphane avait trouvé la tanière d'une mère lynx. Une chance qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Il y avait là 3 petits encore à moitié aveugles. Ont-ils survécu? Sa mission, c'est de les retrouver. Pas facile, car le lynx est le plus discret des animaux. Ce fauve crépusculaire s'arrange toujours pour laisser très peu de traces de son passage. Le lynx pratique souvent l'affût. Il se dissimule et attend ses proies exactement à l'endroit où il sait qu'elles passeront. Mais sa chasse favorite est l'approche. Il suit ses proies sans faire le moindre bruit et s'en empare avant qu'elles aient eu le temps de fuir. Il recouvre ses victimes, puis revient plusieurs jours de suite pour s'en nourrir. Stéphane vient d'entrer sur le territoire de la mère des petits.
Quand on cherche le lynx, c'est toujours lui qui vous voit en premier. Il sent maintenant qu'il est observé. Si elle l'observe, c'est qu'elle protège ses petits. Ils sont donc toujours en vie. C'est là qu'il se cache. Ils ne sont plus que deux. Le troisième a du péril. C'est en jouant qu'ils apprennent à chasser. Leur mère veille sur eux. Elle sait qu'il est là. Ils ont tout ce qu'il faut ici pour vivre. Bientôt, elle les emmènera chasser. Quand ils seront autonomes, ils s'en iront chacun de leur côté pour conquérir leur propre territoire. Le lynx est revenu dans nos montagnes. Dans nos forêts vit un autre être de légende. C'est un géant qui regarde depuis longtemps les hommes passer. Le chêne. Et son aventure, vous n'allez pas la croire. Le chêne est arrivé d'Italie il y a 10 000 ans. Mais comment a-t-il voyagé jusqu'à nous? C'est un des plus beaux secrets de notre nature. Il vit des centaines d'années et rend service à une multitude d'êtres vivants. Il y a ceux qui l'ont choisi pour leur logement. Il y a ceux qui se nourrissent de son écorce. Il y a ceux qui mangent ses feuilles et ceux qui mangent ses feuilles. Il y a ceux qui se nourrissent de ses racines et ceux qui se nourrissent de ses fruits, les glands. Mais son principal problème, c'est que ces glands ne peuvent devenir des chênes sous son ombrage. À l'endroit où ils sont tombés, il n'y a pas assez de lumière. Parmi les êtres vivants qui l'habitent, un petit animal rend au chêne sans le savoir un immense service. Chaque année à l'automne, l'écureuil fait ses provisions pour l'hiver. Dès que les glands sont mûrs, il se lance dans une activité frénétique. Le plus important, c'est de bien les dissimuler, pour que personne ne lui vole. Mais il y a des espions partout.
Un gland perdu. Tous ses voisins sont des voleurs. Ils n'ont de cesse de le suivre et de guetter ses va-et-vient dans le but de découvrir où il enfouit ses richesses. Pourquoi lui ? Le gros nez n'a rien vu. Il l'a vu, c'est sûr. Cette fois-ci, il n'aura pas son trésor. Mais il était là ? Non, là. Ou peut-être ici. Ici, c'est bien. Non. Mieux vaut aller plus loin. À cette distance, il ne viendra plus. Les gros nez sont des paresseux. C'est ça, va-t'en. Ça y est, ce gland est en lieu sûr. Et un prodige de la nature vient de s'accomplir. Pendant des semaines, notre écureuil va enfouir des milliers de glands dans la forêt. Il va faire parfois des centaines de mètres pour trouver une cachette que les autres ne trouveront pas. La grande chance du chêne, c'est que l'écureuil ait une mémoire défaillante. Quand l'hiver arrive, il va se servir dans ses nombreuses cachettes. Mais de la moitié d'entre elles, il ne se souvient même plus. De cette mémoire défaillante, le chêne va retirer un grand bénéfice. Car au printemps suivant, dans une clairière à quelque distance, germeront ces fruits oubliés par l'écureuil. Et ainsi, en pleine lumière, ils pourront à leur tour devenir des chênes. C'est ainsi qu'au cours des millénaires, ces géants immobiles ont conquis notre pays. Venus du sud de l'Italie, les chênes ont réussi à essaimer bien au-delà des frontières. À l'ouest de notre pays, un nez puissant se dresse face à l'Atlantique. Une péninsule de granit caressée par un océan d'une richesse inouïe. Des lignes d'horizon pour de nombreux voyageurs. Un paradis pour de nombreuses vies. D'ici, les hommes sont partis conquérir le monde. Ici, ils sont revenus et ont bâti les cités de leurs rêves. Nous sommes en Bretagne. Poussé par les vents et attiré par la lune, l'eau y côtoie la terre depuis toujours. Il y a très longtemps, la vie a quitté le fond de l'océan pour conquérir le littoral. Du fond des âges, les pierres s'en souviennent.
sommes au Cap Fréhel. Tous les ans se joue une fabuleuse histoire de vie et de mort. Nos falaises accueillent au printemps un animal venu des lointaines terres du Nord, d'Islande, du Groenland. C'est un pingouin volant capable de parcourir 6000 km par an, de plonger jusqu'à 180 mètres de profondeur, de dormir en pleine mer pendant des mois. Le guillemot de Troïl est un phénomène en smoking. S'il vient nicher sur les murailles du Cap, c'est que ses parois les protègent des goélands. Afin d'éviter que ses œufs ne roulent et tombent des falaises, le guillemot les a conçus en forme de poire. S'ils roulent, ils reviennent. Malin. Pour l'un d'entre eux, aujourd'hui est le grand jour. Le jeune a 3 semaines. Ses parents l'ont couvé, nourri, protégé. Mais le moment est venu de quitter son nid et de rejoindre la mer. Ses parents savent qu'il faut maintenant le laisser seul. Seul. Face au vide. L'obliger à sauter. L'appeler jusqu'à ce qu'il se décide. Mais comment faire? Il ne sait pas voler. La seule option, c'est de se jeter dans le vide. Impossible. Il faut pourtant qu'il saute. L'appeler encore et encore. Un peu plus loin, un autre jeune se décide. Mais les grands becs sont à l'affût. Nombreux sont les jeunes qui n'arrivent pas jusqu'à la mer. Et maintenant, c'est son tour. Ils l'ont repéré. Ne pas écouter ses parents. Attendre la nuit. Sait-il que les goélands s'arrêtent de chasser au coucher du soleil? Ça y est, il peut sauter. Ses parents sont là. Maintenant, ils peuvent partir. Il reviendra au printemps prochain, avec une compagne et un beau manteau noir et blanc. L'appel de la mer ne séduit pas que les animaux. Des hommes et des femmes ressentent cette même attirance inexplicable pour le monde des profondeurs. Et c'est le cas de Frédérique Pichard. Depuis plus de 20 ans, elle a noué une relation d'amitié avec un dauphin ambassadeur. On appelle les ambassadeurs ces dauphins qui choisissent de quitter leur groupe et de se rapprocher du monde des hommes. Quelques individus vont ainsi de port en port. Ils semblent vouloir tisser des liens avec nous.
Frédéric pense qu'ils sont des messagers. Chaque année, à la fin de l'été, elle donne rendez-vous à l'un d'entre eux, Donnie. Aujourd'hui, elle a décidé d'emmener sa fille avec elle. Adélie n'a pas plongé avec Donnie depuis l'âge de 12 ans. Le temps est venu pour elle de renouer le contact. Le lieu de rendez-vous avec Donnie varie d'une année sur l'autre. Elle sent maintenant que son ami est proche. Il est là. Le dauphin nous rappelle notre enfant intérieur, notre source de vie, la joie. Elle dit que l'on peut se fondre dans l'esprit du dauphin, mi-endormi, mi-éveillé. Donnie l'aide à se reconnecter avec elle-même. Et il décide quand il veut partir. Pour retrouver les siens. Les messagers de la mer ont-ils un savoir à nous transmettre ? Peut-être l'apprendrons-nous dans l'avenir, quand Donnie reviendra. Ce monde si paisible se prend parfois de fureur. Comment survivre dans cet enfer ? Sur les côtes bretonnes, un mammifère a décidé de vivre toute sa vie dans l'eau. C'est un animal aux stupéfiantes facultés. Le phoque gris est un prodige de l'évolution. Pour vivre dans ces conditions extrêmes, il a développé des techniques de haute précision. D'abord, prendre très peu d'air en plongeant, mais accumuler l'oxygène dans ses muscles. Ensuite, faire baisser son rythme cardiaque à 5 pulsations par minute. Enfin, régler au plus bas la température de toutes ses extrémités pour concentrer la chaleur autour de son cœur. Car notre prodige a une seule obsession dans la vie, bien dormir. Ce qu'il déteste par-dessus tout, être dérangé pendant sa sieste. Les jeunes ne respectent rien. Ni la tranquillité,
ni la fatigue des anciens. Mieux vaut trouver un autre endroit. Rien ne l'empêchera de ne rien faire. Finalement, la position du bouchon a d'autres avantages. On se laisse bercer, on ouvre les narines une fois tous les quarts d'heure. Ça suffit. Mais entre toutes, la meilleure des siestes, c'est au sec et au soleil. Dans sa colonie, les plus méritants passent les heures de travail sur un reposoir. Il y a là les femelles et un grand mâle qu'il vaut mieux ne pas déranger. Alors, on essaye ailleurs. L'avantage du rocher à fleur d'eau à marée basse, c'est qu'on n'a pas besoin de faire trop d'efforts pour y monter. Et là, le top du top, c'est la position de la banane. Surtout ne pas mouiller ses pattes. À travers elle, la chaleur du soleil irradie tout le corps. Un bonheur intégral. Et quand la marée remonte, se laisser porter. Et maintenant, pour changer, il est temps de trouver un endroit au calme. Les phoques passent 15 heures par jour à dormir. Le reste du temps, ils pensent au prochain repos. Un grand fleuve sauvage traverse la France en son centre, la Loire. Il a dessiné au fil du temps les courbes d'une majestueuse vallée. Ses longs tentacules guident les oiseaux migrateurs depuis des millénaires. Parmi eux, il en est un que l'on pense bien connaître. Mais sa vie intime est bien plus surprenante qu'on l'imagine. Ce couple de jeunes cygnes voyage depuis plusieurs jours. Ils cherchent un endroit tranquille pour passer leur lune de miel. Dans les bras du Cher, sous les arches du château de Chenonceau, ils vont enfin pouvoir convoler et fonder une famille. Mais chez les cygnes, on ne passe pas aux actes sans protocole. La demoiselle est chaste et n'accordera ses faveurs aux damoiseaux qu'après une cour assidue. Séduire de 1000 manières. Synchroniser ses gestes pour trouver l'accord parfait. Six semaines d'attente et soudain, c'est la vie qui éclot.
De leur union, 3 jeunes sont nés pour leur plus grande fierté. 2 blancs et 1 gris. Le gris est né quelques heures plus tard. Les cygnes savent tout de suite nager, mais voler, il va leur falloir apprendre. Aussitôt nés, les 3 petits vont à l'eau. 2 blancs et 1 gris. Est-ce à cause de sa couleur ou de son retard à la naissance? Voici le gris maintenant un peu à l'écart. Première leçon, savoir se nourrir. Pour apprendre, il suffit d'observer. Comment fait-elle? Pour atteindre leur mets favori, il faut un long cou. Et de cet attribut, les petits sont dépourvus. Ils ont beau vouloir, ces choses délicieuses sont interdites. Alors, de guerre lasse, ils se nourrissent des gourmandises cueillies par leurs aînés. Sous les ailes de leurs parents, les 2 blancs et le gris vont apprendre la vie. Leur duvet deviendra bientôt des plumes. Ils auront alors 4 mois pour apprendre à voler, pour muscler leurs ailes et devenir des oiseaux. Nous sommes en septembre. Les petits ont grandi. Ils sont prêts pour le grand départ. Sous l'œil vigilant de leurs 2 parents, ils vont pouvoir décoller. Les 2 blancs s'élancent. Les voilà partis. Leurs 2 petits ne reviendront plus. Maintenant, c'est au tour du gris. Les blancs ont pourtant bien réussi. Pourquoi pas lui? Veut-il rester pour toujours auprès de ses parents? Chez les cygnes, les enfants doivent partir et trouver leur nourriture ailleurs. C'est une question de survie. Le père attaque maintenant son petit. La peur l'a fait s'envoler. Qu'éprouvent ses parents alors que leur dernier petit s'en va pour toujours?
Sont-ils fiers ou soulagés? Leur mission est maintenant accomplie. Leur seule obligation, c'était l'éducation des petits. Qu'ils soient blancs ou gris. Quant à lui, il trouvera bientôt une bande de jeunes de son âge. Nous sommes maintenant en octobre, et pour un hôte de ces bois, il est l'heure de trouver une retraite pour l'hiver. Ce matin, Hérisson doit rejoindre l'endroit où il dormira pendant les grands froids. La vieille souche au fond du parc. Hérisson est aussi myope qu'une taupe. Alors pour se déplacer, il fonce droit devant. La souche est de l'autre côté du parc, derrière le château. D'abord, traverser le jardin de Diane de Poitiers. Le parc du domaine est entretenu par un jardinier d'un style particulier. Pour le bonheur de tous ceux qui le fréquentent, Grégoire y pratique un jardinage exempt de tout produit chimique. En déposant quelques chrysopes sur ses rosiers, il se débarrasse d'une grande quantité de pucerons. Des renforts pour les coccinelles qui ont déjà pas mal de travail. Pour passer les 6 prochains mois d'hiver sans manger, Hérisson doit maintenant s'empiffrer de gourmandises. Au menu, escargots en coquille, limaces sur feuilles, tartare de couleuvre. Mais où sont-ils passés? Ce matin, les gluants succulents ont déserté le potager. Et là, non plus. Mais qui est le responsable de cette pénurie? Grégoire a une recette pour écarter les nuisibles. Il agrémente son potager de plants de thym, de sauge et de ciboulette. Il en sème ici et là. Ça tombe bien. Hérisson profite aussi des odeurs fortes pour faire fuir les 500 puces qui vivent sous ces 7000 épines. Comme insecticide, Grégoire pulvérise de la purée d'ortie, naturelle et très efficace. Mais le voilà aujourd'hui face à une invasion imprévue. Les limaces attaquent. Grégoire a trouvé la solution. Hérisson. Voilà un repas servi qui tombe bien à point. Grégoire aimerait bien que Hérisson reste quelque temps dans son potager. Mais le piquant a d'autres plans. Derrière le jardin de Catherine de Médicis, sa retraite bien méritée. Le voici dans son jardin d'hiver. Gratter la terre, faire un nid avec quelques feuilles, et le tour est joué. S'adapter à la nature, l'aider sans la brutaliser. Grégoire dit qu'elle se soigne toute seule depuis des millions d'années. Pour dormir tout l'hiver, Hérisson est capable d'ajuster la température de son corps en se maintenant tout juste 3 degrés au-dessus de la température extérieure. Comme si finalement, l'équilibre du monde tenait à une poignée de degrés. Un autre globe-trotteur se réveille à la fin de l'hiver pour effectuer un grand voyage. Il vit souvent tout proche de nous, mais se dissimule sous la terre en octobre et hiberne en attendant la fin des gelées.
Ici vit Monsieur Crapaud. Et ce soir est son grand soir. Une force irrésistible l'appelle. Là-bas, à quelques kilomètres. La mare où il est né. Il doit la rejoindre avant le lever du soleil. Mais comment résister au goût succulent du lombric? Il n'a pas mangé depuis 6 mois. Un délice. C'est reparti. Pourquoi ce voyage? Pour se reproduire. Car au bout du chemin, une charmante demoiselle Crapaud lui est promise. Monsieur Crapaud n'est maintenant plus seul. Comme lui, ils sont des centaines à s'être réveillés ce soir pour accomplir leur destinée. Ils se dirigent tous dans la même direction. Certains mâles ont même trouvé un moyen moins fatigant pour y arriver. Ils se sont accrochés sur le dos d'une femelle. Chez les crapauds, les femelles sont plus grosses que les mâles. Ça passe ou ça casse. Tout le monde a rendez-vous dans la mare. Mais il y a souvent moins de femelles que de mâles. Si seulement il pouvait en trouver une avant d'arriver. Occupé. C'est pas grave. Par ici, un crapauduc construit par les hommes. Ça permet de passer la route tranquille. Enfin, presque tranquille. Ce soir, pendant que les humains dorment, des centaines d'amphibiens vont traverser ce village. Tous n'y arriveront pas. Monsieur Crapaud s'est résigné à y cheminer seul. Mais pour trouver une belle, il doit être parmi les premiers. La voilà. La mare qu'il a vue naître. Vite, trouvez sa princesse. C'est elle. Ses yeux d'or. Cette peau. Monsieur Crapaud est conquis. Les deux amoureux vont ainsi passer quelques jours collés l'un à l'autre. Madame Crapaud pondra 7000 œufs dans l'eau que Monsieur Crapaud, bien placé, pourra ensemencer. Monsieur Crapaud retournera seul dans ses quartiers d'été. C'est ainsi que chaque année en février, des millions d'amphibiens font leur voyage nuptial. Si vous les voyez sur les routes, prenez soin de ne pas les écraser. C'est l'amour qui les appelle. Au sud de la Loire, le massif central descend en pente douce vers les grandes plaines. Dans les boucles de l'Aveyron, le pays des 100 vallées. Sur ce territoire de plateaux et collines, les hommes ont bâti 1000 villages et forteresses. En accord avec la nature, ils ont redessiné le paysage.
Il vit ici un animal mystérieux qui ne se laisse jamais voir. Son agilité est aussi légendaire que sa discrétion. Cette créature aux yeux d'or s'appelle la Jeunette. Mais où va-t-elle de si bon matin? Cette prédatrice aux airs de panthère est venue d'Afrique au Moyen-Âge. Apprivoisée par les seigneurs pour sa grâce et sa noblesse, elle a rapidement pris une place de choix dans les châteaux. Cette compagne élégante et serviable semait la terreur parmi les rongeurs. Elle protégeait aussi de la peste. C'est ainsi qu'elle se fit auprès des hommes et des femmes une place de choix. Une place qui depuis lui a été ravie par un autre prédateur plus docile, le chat. Délaissée, elle est retournée à la vie sauvage, mais la Jeunette revient parfois chasser sur ses anciennes terres. Ses proies favorites sont souris, mulots et autres campagnols. Elle sait où il se trouve à profusion, sur le territoire de son rival. Pourquoi lui a-t-on préféré le chat, ce profiteur à qui l'on accorde toutes les faveurs? Elle a choisi la liberté et l'inconfort, plutôt que les croquettes. Sur ce territoire, elle n'est point conviée. Mais ce n'est pas ce piètre chasseur qui l'empêchera d'y rôder. Jeunette entend tout et voit tout. Elle se place à l'affût et observe ses proies. Comme chasseresse, elle n'a pas son pareil. Au temps des rois, jamais on ne le contestait. Le matou l'a senti. Il faut la chasser d'ici. Plus vite en haut et plus vite en bas. Son appétit pourtant assouvi, Jeunette ne se prive pas d'offrir à l'imposteur une punition de son choix.
Ainsi vit aujourd'hui Jeannette. Des hommes, elle refuse la compagnie. Et même s'il lui arrive de venir chasser sur nos terres, c'est dans les arbres qu'elle fait son nid. On lui a préféré le chat. Elle a choisi sa vie. Au sud-est de la France, la Provence. Deux massifs très anciens plongent dans les eaux azures de la Méditerranée, les Maures et l'Estérel. En été, ils deviennent secs, arides et piquants. Un animal se trouve très à son aise dans ce milieu. Au réveil, la priorité de Tortue, c'est de trouver un coin au soleil. Contrairement à nous, elle ne chauffe pas de l'intérieur. Elle a besoin de la chaleur du soleil. Et pour être au maximum de son bien-être, il lui faut du 25 degrés. Son cousin lézard a lui aussi le même objectif, se faire dorer la pilule. Et s'il peut le faire avec le moindre effort, les voilà au solarium. Maintenant, ne plus bouger. Réchauffer toutes les parties de son corps. Mais ce matin, un visiteur imprévu s'est invité au programme. Tortue est invincible. Elle ne craint rien ni personne. Sauf lui. Cet ennemi redoutable qui revient chaque année. La terreur des tortues. Daniel Monzo, pilote de Canadair, commandant de l'unité de Marseille-Provence. Départ de feu dans les Maures. Neutralisation immédiate. 2 appareils en action. Tortue sait où trouver une mare sur son territoire. Mais le feu est bien plus rapide qu'elle. Lac de Sainte-Croix. Chargement de 6 tonnes d'eau. Objectif à 15 000. La chaleur monte. Dans quelques minutes, Tortue va bouillir dans sa carapace.
Elle ne peut plus avancer. C'est la fin. Tortue était parti au soleil pour faire monter sa température. C'est réussi. Maintenant, il faut la faire redescendre. La tortue d'Hermann vit sur les bords de la Méditerranée depuis des millions d'années. Beaucoup d'entre elles périssent lors des feux de forêt, et c'est une des raisons pour laquelle leur survie est menacée. Le cœur de la Provence bat dans les collines qui relient la mer aux montagnes des Alpes. Un territoire de parfums et de couleurs. Une contrée où la lumière si particulière a séduit les plus grands peintres. Mais aussi une douceur qui a plu à de nombreuses espèces. La Provence recèle 1000 histoires, mais il en est une qui, sous nos yeux incrédules, transforme de misérables créatures rampantes en majestueuses princesses volantes. Et c'est sous un olivier qu'a lieu cette incroyable histoire. Deux voisines prospèrent ici sur le fenouil sauvage, la flamboyante Macaon et la discrète Morosphinx. Dès le départ, tout oppose les deux futurs papillons. Les couleurs de Macaon crient poison. Morosphinx mise au contraire sur le camouflage. Les deux chenilles ont au sol un ennemi commun, la fourmi carnivore. Ce redoutable chasseur ne fait pas de quartier à tous ceux qui tombent sur son territoire. Pour devenir papillon, Macaon doit vite trouver une tige rigide. Morosphinx, qui au passage a changé de couleur, doit s'enterrer et ne plus bouger. L'une va vers le haut, l'autre vers le bas. Macaon s'attache avec une ceinture de soie. Morosphinx dort sous terre, s'endurcit et devient chrysalide. Macaon devient nymphe. En 10 jours s'opère la fabuleuse métamorphose. Aujourd'hui, elle change de vie. Se gonfler d'air et briser son cocon. Déployer ses ailes, les laisser sécher, puiser dans l'énergie du soleil. Et soudain, le sphinx est prêt. Macaon, à son tour, veut s'élancer. Elle a la grâce pour elle, pas encore la maîtrise. Avec des ailes qui battent 80 fois par seconde, Morosphinx est un prodige de précision. En vol stationnaire, il est le seul à pouvoir se ravitailler sans se poser. Les grandes ailes de Macaon sont sa fierté, mais difficiles à piloter.
Voici les compères à nouveau réunis par le parfum d'une même fleur au nectar délicieux. La verveine retiendra quelques jours les deux amis. Puis ils partiront au loin, vers leur nouvelle vie. Les relations entre les animaux de nos campagnes ne sont pas toujours aussi pacifiques. D'autres destins se croisent en effet sur nos terres provençales. C'est le cas de deux rivaux légendaires, le corbeau et le renard. Ici vit la famille Corbeau. Et ce matin, Maître Corbeau a décidé d'emmener sa fille pour lui apprendre les quelques tours qu'il a dans son sac. La première leçon pour la filleute consiste à imiter ce que fait son père. Bon, à la fois, c'est sa première sortie. Sur ce même territoire vit la renarde et sa nombreuse progéniture. Pour nourrir toutes ces bouches, Renarde est contrainte à un balai incessant entre la tanière et ses lieux de chasse. Maître Corbeau l'a bien compris et voit ici une opportunité de se nourrir à ses dépens. Tout d'abord, repérer la tanière de la renarde. Voici une occasion de montrer à sa filleute comment se jouer de goupil. Maître Corbeau mange de tout, mais il a un goût prononcé pour ce que Renarde a chassé. Voilà assurément un bon tour, mais le meilleur reste à venir. Voici Maître Corbeau plein de fierté à l'idée de montrer à sa fille une ruse de qualité. En matière de filouterie, le corbeau n'est pas le dernier de la classe. La renarde est ici sur son terrain de chasse. La malice consiste à détourner l'attention du renard. Et à simuler l'oiseau blessé. Voici pour Renarde la promesse d'un repas qui nourrira toute sa maisonnée. L'éloigner le plus possible de sa proie délaissée. La filleute a bien compris le subterfuge. Elle ne veut point partager. Ça aussi, il faut lui apprendre. Maître Corbeau sait jouer de renarde, mais elle saura un jour lui rendre l'appareil. Le corbeau et le renard se disputent régulièrement la palme de la ruse. Une rivalité qui dure depuis des siècles. S'il est vrai que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute,
Apprenez aussi, Renardo, qu'un tien vaut mieux que deux. Tu l'auras. Au sud-ouest de notre pays, l'Aquitaine, la troisième plus vaste région de France et des espaces naturels préservés d'une grande diversité. Nous sommes en novembre. Une famille de grues traverse la France vers le sud. Cette famille est composée du père, de la mère et de leur dernière fille, Mademoiselle. Cette année, Mademoiselle doit s'unir avec un mâle. Mais trouver un bon mari n'est pas chose simple. Elles arrivent de Suède et traversent la France du nord au sud en 2 jours. Elles volent jour et nuit et maintiennent le contact en échangeant des appels. Elles savent exactement où elles vont. Tous les endroits qu'elles survolent sont déjà fixés dans leur mémoire. Rivières, villages, autoroutes sont autant de repères pour elles. L'effort est immense, et Mademoiselle, moins habituée que ses parents, est à bout de force. Ce n'est plus très loin. Déjà d'autres voyageuses croisent leur route. Arjusanx, ses lacs, ses landes, ses champs de maïs et ses merveilleux dortoirs. Elles viennent de toute l'Europe du Nord. Norvège, Finlande, Pays-Baltes, Pologne. « 50 000 grues se sont donné rendez-vous ici pour passer les 3 mois d'hiver. Ce site était autrefois une mine de lignite, polluante et toxique. Elle a été fermée il y a 10 ans, laissant derrière elle 1700 hectares de friches industrielles. Puis les grues sont venues et ont trouvé cet endroit tout à fait à leur goût. Tant et si bien qu'elles sont maintenant des milliers à l'avoir choisi. La famille de Mademoiselle a choisi le dortoir du Petit Marais. On pourrait penser que les grues se regroupent d'après leur provenance, les Suédoises avec les Suédoises, les Polonaises entre elles. Pas du tout. Elles aiment se mélanger et surtout retrouver d'une année sur l'autre des connaissances qu'elles aiment côtoyer. Ainsi, la petite famille de Mademoiselle s'est installée avec plusieurs familles norvégiennes, lettonnes et allemandes qu'elles connaissent. Élégante et précieuse, Mademoiselle attire tout de suite de nombreux regards. Mais elle n'est pas une fille facile. Parmi les prétendants, il y a des veufs et des jeunes immatures qui ne savent pas encore ce qu'ils font. Elle n'est pas intéressée. Elle a tout l'hiver pour se décider. Maintenant, un sommeil bien mérité. La tête sous l'aile pour ne pas être dérangée par les voisines. Les pattes dans l'eau pour ne pas se faire attaquer par les renards. La vie à Arjusanx obéit à un rituel immuable. Réveil, palabre, toilette et repalabre. Mademoiselle en profite pour faire un tour des prétendants. Elle fait la grue. Cela ne lui plaise pas.
monde part pour trouver à manger. À proximité des dortoirs, de nombreux champs de maïs. Les restes des moissons sont bien suffisants pour la famille de Mademoiselle. Au menu, graines et petits insectes à profusion. Mademoiselle n'a plus faim. Il est là, devant elle, jeune et célibataire. C'est lui. Ils sont hypnotisés l'un par l'autre. Chez les grues, comme chez les cygnes, on se séduit longuement. Ensemble, ils passent du temps pour être sûrs de leur choix. Il lui offre des cailloux et des herbes folles. Elle, ses plus belles acrobaties aériennes. Ils se courtisent pendant plusieurs semaines et apprennent à se connaître en toute honnêteté. Mademoiselle a trouvé le mâle de sa vie. Ils formeront un couple uni pour le restant de leurs jours. Au printemps, ils partiront pour le nord, pour nicher et y faire des petits. Arjusanx est bien le paradis des grues. Plus au sud, né de l'union entre les Pyrénées et l'Atlantique, se trouve le Pays basque. Un pays de couleurs, de douceur et de rondeur. Mais qui peut se douter qu'à quelques encablures de Saint-Jean-de-Luz, dans le canton d'Espelette, se joue une histoire qui a survécu à des milliers d'années d'empreintes humaines. Dans ces montagnes, un petit cheval de race primitive vit encore de façon quasi sauvage. Le Potioc vit en harem, une vingtaine de juments avec leurs poulains et un seul mâle. La horde du bas est menée par une jument d'expérience. Son étalon, le blanc, est fier et possessif. Et parfois, ses pulsions lui montent à la tête. Toutes ses pouliches sont pleines. Plus une seule n'accepte de s'offrir à lui. Impossible de soumettre des juments qui ne veulent plus. Ils
veut d'autres juments, et il sait où les trouver. Dans ce canton, il y a depuis des lustres 2 hordes, celle du bas et celle du haut. Le blanc est né là-haut, mais il a dû en partir. Là-haut, il y a de nombreuses juments, mais elles sont la propriété d'un puissant étalon qui y règne sans partage depuis 8 ans. Le noir est un mâle d'âge mûr, conciliant tant que l'on ne touche pas à son harem. Il laisse ses juments vagabonder là où bon leur semble. Du coup, la horde du haut est beaucoup plus paisible. Et ce calme ne va pas durer. Le blanc n'a maintenant qu'une idée en tête, défier les talons du haut, lui voler 1 ou 2 femelles, peut-être même prendre son territoire et son troupeau. Dans ses veines coulent des flammes de désir. Il sait que le noir n'est plus tout jeune. Il compte sur sa vigueur et sa fougue pour le renverser. En réalité, le noir qu'il s'apprête à affronter est son propre père. Ce matin, il sent que le monde lui appartient. Le blanc est dévoré par son ardeur. Il veut une jument, et tout de suite. Mais le noir l'a vu. Le combat est inévitable. Le fils a pour l'instant l'avantage, mais moins rusé que le père. Le noir attaque maintenant avec ses dents les ligaments de l'encolure. S'il réussit à les sectionner, le blanc mourra. Le jeune étalon abdique. Le blanc ne craint ni la pluie ni le vent. Mais son père reste plus fort que lui. Il devra se contenter de sa horde, accepter d'attendre le printemps pour couvrir ses juments. Un jour, il retournera là-haut et il vaincra. Une légende raconte que le rythme du galop de ces petits chevaux a inspiré la musique des hommes de ce pays basque. Les Potioks continuent aujourd'hui à imprimer de leurs sabots nos montagnes de l'Atlantique. Un peu plus profond dans les Pyrénées, la nature devient plus sauvage, les pentes plus abruptes, les animaux plus dangereux. Ici,
Les ours ont été réintroduits et le loup revient. Avec eux, une tradition ancestrale qui avait quasiment disparu renaît. Une invraisemblable alliance apparut au temps des premiers pasteurs. Un accord singulier entre un chien, des brebis et leur berger. Le petit Patou est né il y a quelques jours. Son destin se joue maintenant. Va-t-il être accepté? Il faut qu'il entende et qu'il sente les odeurs des moutons, le jour et la nuit. Ça y est, Patou est adopté. Même s'il garde au fond de lui sa profonde nature de prédateur, il va s'attacher et commencer à croire qu'il est comme eux, un agneau. Il en est de même pour ses frères et sœurs. La maison des Patous, c'est la bergerie. Pendant quelques semaines, il restera auprès de sa mère et de ses frères et sœurs. Mais bientôt viendra le moment où Patou devra être séparé d'eux. C'est dans une bergerie de la vallée de la Pique que les services de notre jeune Patou ont été demandés. Patou a maintenant 8 semaines. Et voici venu le moment de rencontrer la clique qui va devenir sa famille pour la vie, son troupeau. D'abord, la patronne. Ça va aller. Et les sous-chefs? Là, c'est plus compliqué. Pour elle, il est un intrus. Il faudra quelque temps avant qu'il ne soit totalement accepté. Pendant 1 an, il vivra avec eux. L'été prochain, il pourra enfin être lancé dans la grande aventure des Patous. Là-haut, dans les estives où règne l'ours. Nous sommes en juin. Les troupeaux commencent à gagner les hauteurs pour profiter des gras pâturages. Christian est berger et il va passer 4 mois sur une des estives les plus périlleuses des Pyrénées. Il est accompagné par son chien de conduite, un border collie, pour manœuvrer les troupeaux. Patou accompagne les siens pour la première fois. Il ne connaît pas encore son métier. Pour l'instant, le goût des grands espaces l'emporte. Ils viennent de plusieurs vallées, 4 troupeaux avec chacun leur Patou. En tout, plus de 1000 bêtes vont être rassemblées sous la responsabilité de Christian. Patou crée une zone de protection autour du troupeau. Il se tient prêt à éloigner tout intrus, animal sauvage, chien ou même l'homme. Mais il n'a jamais croisé un ours. Christian a été choisi par les 4 éleveurs pour son expérience. L'année dernière, 150 brebis ont disparu pendant l'été.
victime des chiens errants, du mauvais temps et de 3 ours particulièrement coriaces. C'est pour cela qu'on l'a choisi sur cette estive. Christian est devenu berger à l'âge de 30 ans, en passant une saison aux côtés d'un vieux berger. Il a choisi ce métier par amour de la montagne, des brebis et de la liberté. Les bêtes peuvent arriver maintenant. Il les attend. Mais le mauvais temps, cet ennemi juré du berger, arrive lui aussi. Le patou est un merveilleux allié pour éloigner les prédateurs. Mais Christian sait qu'il faut garder une distance avec lui, pour qu'il reste farouche et proche des brebis qu'il protège. Les 4 troupeaux sont arrivés. Savoir les compter d'un seul regard. 4 chiens sont présents sur l'estive. Notre patou est le plus jeune. Il cherche tout de suite à faire connaissance. Mais les anciens n'ont que faire de lui. Il va devoir apprendre par lui-même. Quand la nuit tombe sur l'estive, le berger ne peut plus protéger les moutons. C'est l'heure où Patou veille. Ce matin, Christian s'est rendu compte qu'une partie du troupeau manquait à l'appel. Des brebis se sont perdues. Il n'y a rien de pire pour un berger. Partir les chercher, et tout de suite. Patou sent une odeur qu'il ne connaît pas. C'est la mission des patous. Protéger les brebis quand le berger n'est pas là. Grâce à eux, il y a 10 fois moins d'attaques mortelles sur les troupeaux. Christian a récupéré les brebis égarées. Il ne se doute pas de la bravoure dont Patou a fait preuve. Ainsi va la vie dans les estives. Gravir les collines, humer le vent et goûter aux grands espaces. C'est ici que Patou remplira pleinement son rôle toute sa vie durant. Et même s'il ne sera jamais le chien de son maître, une alliance bien comprise unit l'homme et le chien. Si vous croisez des patous, respectez leur travail, contournez l'aire de pâturage. Et si vous ne le pouvez pas, faites demi-tour. Dans le Jura,
2 mois ont passé depuis sa naissance. Le fan suit sa mère biche partout où elle va. Il voudrait être grand et cheminer par lui-même. Mais son instinct lui dit qu'il est une proie. Le chêne continue à compter sur l'écureuil pour disperser ses fruits. Hérisson a trouvé une copine. Il aimerait bien qu'elle se réveille, parce que là, les beaux jours ne vont pas tarder à arriver. Le phoque a repéré un endroit tranquille pour faire sa sieste sans être dérangé. Maître Corbeau et sa fille se chamaillent toujours pour la moindre peccadille. Monsieur Crapaud ne retrouve plus sa souche. Quelqu'un a dû la déplacer. C'est pas cool. Le gris est devenu blanc. Et il a trouvé de la compagnie. Patou n'est plus un novice. Il a même réussi à se faire accepter par ses aînés. Les jeunes lynx sont partis faire leur vie ailleurs. Leur mère cherche maintenant un compagnon pour l'hiver. C'est la saison des amours. Le blanc est sûr qu'aucune jument ne peut désormais lui résister. Le moment est maintenant venu. Mademoiselle Grue et son compagnon s'envolent pour le nord de l'Europe. Ils s'accoupleront et donneront naissance à une nouvelle génération. Avec le départ des grues, c'est le printemps qui revient sur la France. Elles reviendront l'hiver prochain, avec leurs petits, dans le plus beau pays du monde.